Les jeux télévisés sont un pilier du divertissement à la télévision et la plupart connaissent bien les animateurs de ce type d'émission. Ce que beaucoup de gens ignorent, cependant, c'est que certains jeux télévisés et leurs animateurs cachent de sombres secrets qui ne sont révélés que plus tard. Et dans de nombreux cas, ces détails ternissent à jamais la réputation de l'émission. Numéro 10. Mark Summers est un visage bien connu des téléspectateurs américains. C'est un comédien, producteur et animateur de talk-shows et de jeux télévisés avec de nombreuses années d'expérience. Mais il a aussi vécu une épreuve étrange qui lui a coûté son poste sur Hollywood Squares, car ses supérieurs étaient mal informés sur une maladie qui lui avait été diagnostiquée. Dans les années 1990, Summers animait un jeu télévisé pour enfants, intitulé What Would You Do?, où il était parfois recouvert de slime ou de crème fouettée. La situation se présentait également dans une autre émission télévisée appelée Double Dare, qu'il a animée de 1986 à 1993. Il se rappellera plus tard qu'un ami ventriloque devait auditionner pour l'émission, mais ne connaissant pas Nickelodeon, il a refusé et a envoyé Summers à sa place. Première arrivée à l'entretien, il a vite été engagé comme animateur de l'émission. En 1989, il a tenté d'obtenir le poste d'animateur pour La Roue de la Fortune, mais il a perdu face à Bob Goof. Cela n'a eu aucun impact négatif sur sa carrière, puisque Double Dare était très populaire, ce qui a conduit Mark Summers à recevoir d'autres propositions d'animation. Cela incluait Couch Potatoes et l'émission What Would You Do, déjà mentionnée. Il participerait ensuite à plusieurs talk-shows, dont Home Show sur ABC, et ferait une apparition dans le Mystery Magic Special d'Halloween sur Nickelodeon. Au cours de la fin des années 1990, il est apparu dans une multitude de jeux télévisés et de talk-shows différents. Et après la fin de l'émission Double Dare à la télévision, il a commencé à co-animer l'émission consacrée à la maison Our Home, ainsi que le talk-show Biggers and Summers. En 1994, il a participé à un moment mémorable dans The Tonight Show with Jay Leno. Il est apparu dans l'émission avec Burt Reynolds, très mécontent de Leno à cause de ses remarques sur son divorce. L'atmosphère entre Leno et Reynolds était glaciale, et Reynolds a finalement coupé en deux la cravate de Leno avec des ciseaux. Summers est ensuite apparu et a mentionné lors de son interview qu'il était maniaque de la propreté. Pour une raison inconnue, Reynolds s'est acharné à se moquer de Summers, qui a répliqué en disant qu'au moins, lui, était encore marié. Reynolds n'a pas apprécié cela et a versé un verre d'eau sur ses genoux. Summers a riposté en versant son eau sur la tête de Reynolds et les deux se sont retrouvés à se lancer des tartes à la crème devant un public stupéfait. Ce n'était qu'un aperçu de ce qui attendait Summers. Son obsession pour la propreté lui causerait d'autres ennuis. La même année, on lui a diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif qui était encore mal compris à l'époque. Il a décroché le poste de présentateur sur Hollywood Squares, mais juste avant la production, il a appris son licenciement. Il s'est ensuite avéré que les producteurs de l'émission pensaient qu'il serait difficile de travailler avec toute personne souffrant de TOC, ce qui était une idée complètement fausse de leur part. Heureusement, il a su prendre ce revers avec philosophie et a même écrit une autobiographie, qui a été adaptée en pièce de théâtre solo avec Summers lui-même dans le rôle principal. Numéro 9. Celador Entertainment fut autrefois une importante société indépendante de production télé et radio au Royaume-Uni. Elle a été fondée par le producteur Paul Smith en 1981 et est surtout connue pour la création du jeu télévisé extrêmement populaire qui veut gagner des millions. Peu de temps après, la société a commencé à produire des films populaires comme Slumdog Millionaire, mais elle a depuis été restructurée et s'appelle désormais CPL Productions. En réalisant qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner, Disney a décidé de conclure un accord avec Celador. Mais cette décision allait finalement coûter des millions de dollars à l'entreprise. L'accord prévoyait un partage des bénéfices entre les sociétés concernant qui veut gagner des millions et en 1999, les deux sociétés ont convenu que Celador recevrait 50% des bénéfices nets générés par la version américaine de l'émission qui était diffusée sur la chaîne ABC. Comme on pouvait s'y attendre, l'émission a fait un véritable carton aux États-Unis et dans d'autres pays, générant des milliards de dollars de revenus. Mais Disney a affirmé que l'émission n'avait généré aucun bénéfice, ce qui signifiait que Celador n'a vu que très peu, voire aucun retour sur leur accord. Celador a intenté un procès dans lequel la société affirmait que Disney faisait preuve de malhonnêteté, car ils n'avaient pas divulgué les bénéfices réels réalisés et avaient manipulé leur structure d'entreprise de manière à conserver tous les profits, tandis que Celador se retrouvait lésé.
Disney a maintenu qu'ils n'avaient rien fait de mal, donc l'affaire a été portée devant les tribunaux. Pendant les 6 semaines suivantes, chaque partie a présenté ses arguments devant un tribunal à Los Angeles, et beaucoup de gens ont été surpris lorsque les détails ont été révélés. Celador a présenté des documents prouvant que Disney avait empoché jusqu'à 1,8 milliard de dollars de bénéfices pendant la période la plus populaire de l'émission. Comme Disney l'avait caché, ils ont à nouveau accusé la société de tromperie. Disney a affirmé que Celador aurait dû connaître les risques en signant cet accord. Ils ont aussi déclaré que leurs pratiques comptables respectaient les normes de l'industrie du divertissement aux États-Unis et qu'ils n'avaient donc pas enfreint l'accord. Il a ensuite été révélé que Disney transférait des bénéfices entre ses filiales, ANC et Buena Vista. Il était clair que cela avait été fait pour dissimuler ces énormes bénéfices à Celador. Et cette dernière a pu prouver que Disney avait largement sous-déclaré ses profits. Mais ce qui a le plus choqué les gens, c'est la révélation que ce genre de pratique est monnaie courante à Hollywood, et que ce type de tromperie se produisait depuis des décennies sans que personne ne s'en rende compte. Celador avait prouvé le bien fondé de sa plainte, mais Disney était catégorique, elle n'avait pas enfreint l'accord. Au final, le tribunal a conclu que Disney avait effectivement tenté de s'enrichir aux dépens de Celador. La société a été condamnée à verser 270 millions en compensation et 50 millions supplémentaires en dommages-intérêts punitifs. Numéro 8. L'acteur Eric Estrada est surtout connu pour son rôle dans la série télévisée à succès Chips, un drame policier diffusé aux États-Unis de 1977 à 1983. Le titre de la série était l'acronyme de California Highway Patrol. Et Eric Estrada y incarnait un motard de la patrouille routière aux côtés de son partenaire, joué par Larry Wilcox. Le duo patrouillait ensemble dans les rues de Californie, ce qui est inhabituel en réalité. La série expliquait que le personnage d'Eric Estrada était en période probatoire et que son partenaire devait être son officier formateur. La série respectait ce cliché puisque Eric Estrada jouait un officier enclin aux ennuis, tandis que le personnage de Larry Wilcox était plus posé et devait constamment s'occuper de garder Estrada dans le droit chemin. Très vite, la série est devenue un succès dans plusieurs pays à travers le monde, et Eric Estrada est devenu un nom connu de tous. En 1978, il a commencé un entraînement aux arts martiaux et il est apparu en couverture du magazine Fighting Star aux côtés de son instructeur Seishin Dokenpo. L'année suivante, il a eu un accident sur le tournage de la série, perdant le contrôle de sa moto de 270 kg et étant projeté contre une voiture stationnée. Il a subi plusieurs blessures graves et on ne lui donnait que 50% de chances de survie, mais il a réussi à se rétablir complètement. À son retour sur le plateau, on lui a offert une Rolls-Royce, ce qui a provoqué de sérieuses tensions entre lui et Wilcox. Cela a été aggravé par des accusations de traitement inégal, des différends salariaux et un conflit de personnalité entre les deux stars. Wilcox a finalement quitté la série en 1982 et l'année suivante, elle a été annulée. Estrada s'est ensuite tourné vers le cinéma, apparaissant dans plusieurs films à petit budget dans les années 80. Cela a été suivi par des apparitions dans la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, pour lesquelles il aurait été payé 1 million de pesos. Dans les années 1990, il a participé à plusieurs émissions, notamment American Adventurer et Sabrina, l'apprentie sorcière. Il est apparu dans des clips de 2 groupes de rock connus, dont Bad Religion. Dans les années qui ont suivi, sa carrière a continué sur la même trajectoire, puisqu'il est apparu dans d'autres clips musicaux, des émissions de Nickelodeon, des sitcoms comme Scrubs et Earl, et il est même devenu porte-parole pour National Recreational Properties. Sa carrière n'a cessé de s'épanouir depuis, mais un incident qui s'est produit sur le plateau du jeu télévisé Pictionary en 1997 lui était resté en mémoire. Dans une séquence visible en ligne, l'acteur affronte un adversaire dans l'émission et s'amuse. Certains diraient qu'il se laissait un peu trop emporter par la compétition, car on pouvait le voir à 4 pattes en train de crier des réponses possibles à propos du dessin réalisé par son partenaire. À un moment donné, alors que son partenaire dessinait une image censée représenter la chanson « Attache un ruban jaune autour du vieux chêne », il est devenu plus animé que jamais. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait trouvé la bonne réponse, il s'est jeté en arrière de joie tout en restant à genoux sur le sol. Malheureusement, son coéquipier, l'humoriste Bill Maher, était assis sur le canapé derrière lui et les gestes désordonnés d'Estrada l'ont frappé en plein visage. Maher est tombé mais n'a pas été gravement blessé, se remettant après avoir mis de la glace sur la zone touchée. Estrada aurait été mortifié par l'incident et s'en est abondamment excusé. La séquence, encore mentionnée aujourd'hui, a été vue des dizaines de milliers de fois sur YouTube. Numéro 7.
Manhunt était un jeu télévisé diffusé aux États-Unis en 2001, mais il n'a été diffusé que pendant une courte période entre août et septembre de cette année-là. 6 épisodes ont été diffusés et malgré des attentes de succès, l'émission a été annulée en raison de controverses. Le concept de l'émission mettait en scène 13 candidats qui jouaient le rôle de fugitifs de la justice, et à chaque épisode, ils étaient poursuivis par des acteurs connus qui incarnant des chasseurs de primes chargés de les capturer. Le candidat qui parvenait à échapper le plus longtemps aux chasseurs de primes était couronné vainqueur de cet épisode, et il recevait un prix en espèces de 250 000 $. Parmi les visages célèbres qui sont apparus dans l'émission figuraient l'ancien gladiateur américain Ray Howlett et le célèbre catcheur de la WWE John Cena, qui ne s'était pas encore fait un nom à l'époque au sein de la WWE. Une fois les règles clairement expliquées, les candidats devaient traverser l'île de Kauai à Hawaï et parcourir une zone d'environ 80 km sans se faire capturer. Ils avaient 6 jours pour accomplir cette tâche en utilisant leurs compétences de survie et en élaborant des stratégies pour échapper à la capture. Certains candidats y travaillaient ensemble en groupe, mais au final, c'était chacun pour soi. Chaque jour, les groupes recevaient certains défis, comme des courses à travers des zones surveillées, et tout candidat touché par ces balles de peinture était immédiatement éliminé après avoir été marqué comme capturé et s'être fait raser la tête. À l'approche de la date limite, l'émission s'intensifiait, et la finale, durant laquelle les derniers candidats affrontaient les chasseurs de primes, se transformait souvent en une mêlée générale, chacun se battant pour remporter le Grand Prix. John Cena jouait le rôle de Big Tim Kingman, tandis que Howlett incarnait une chasseuse appelée Raid. L'équipe comptait aussi Kalai Miller, et on pensait un temps que l'émission aurait beaucoup de succès. Il a ensuite été révélé que moins de 3 millions de personnes suivaient chaque épisode, soit bien moins que prévu. D'autres émissions de télé-réalité ont eu du succès, mais Manhunt n'a pas convaincu et le pire était à venir. Le journaliste Peter Lance a enquêté sur l'émission après que l'ex-producteur Bob Jaffe l'a informé que les producteurs de Paramount Television truquaient les épreuves en faveur de certains candidats. Il a aussi été révélé qu'ils avaient inventé de faux scénarios et ordonné aux chasseurs de primes d'annoncer de fausses règles pour semer la confusion. C'était de graves allégations, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Après le tournage des 6 premiers épisodes, les responsables de l'émission ont décidé d'effectuer des retournages, non à Hawaï, mais à Griffith Park, à Los Angeles. Lors de la diffusion, rien n'a été dit à ce sujet, laissant le public penser que tout avait été tourné à Hawaï. Une plainte officielle a été déposée auprès de la FCC en 2001, et l'émission a finalement été annulée après la diffusion de 6 épisodes. Depuis, elle a été largement oubliée, mais quelques fans inconditionnels en discutent encore de temps en temps sur des forums internet. Numéro 6, Nicholas Scott Cannon, mieux connu de ses fans simplement sous le nom de Nick Cannon, est surtout célèbre pour sa période chez Nickelodeon, ainsi que pour avoir été l'animateur de la série de comédie d'improvisation Wild 'N Out sur MTV. Il est né à San Diego, en Californie, en 1980, et a passé la majeure partie de son enfance à vivre avec son grand-père à Lincoln Park. Adolescent, il est devenu un gangster dans le quartier. Mais après qu'un de ses amis proches ait perdu la vie, il a décidé de changer de vie. Il a fini le lycée en 1998, puis a débuté le stand-up pour joindre les deux bouts, et est apparu dans l'émission de télévision d'accès public de son père. Suite à cela, Cannon a décidé de poursuivre une carrière de musicien, et il est devenu membre du groupe de rap, le G4 Dope Bomb Squad. Il a obtenu son premier contrat d'enregistrement en 2001 avec Jive Records et figuré sur la bande originale de l'émission pour enfants Jimmy Neutron, le garçon génial. Il a sorti son premier album éponyme en 2003 et 2 ans plus tard, il a créé son propre label appelé Can Eyeball Records. Il prévoyait un deuxième album, mais le projet a été abandonné et il a décidé de se tourner vers le métier d'acteur. Il a continué à sortir des singles et des mixtapes et à collaborer avec d'autres artistes. En 2005, il a créé l'émission de comédie d'improvisation Wild 'N Out et il a été invité cette année-là aux Nickelodeon Kids Choice Awards. Il a ensuite créé l'émission The Nightlife sur Teen Nick et sa carrière a connu de nombreux rebondissements entre musique et télévision. En 2021, il a reçu un diagnostic de Covid-19, mais il est revenu à ses fonctions dès qu'il s'est rétabli. Cannon a ensuite décroché son plus grand rôle à la télévision jusqu'à ce moment-là. On lui a demandé de devenir l'animateur de America's Got Talent et il est resté dans l'émission jusqu'à ce que lui et les dirigeants de NBC commencent à avoir des divergences créatives. Il a ensuite été révélé qu'il avait tenu des propos préjudiciables au sujet de la chaîne lors d'un de ses spectacles.
Depuis, il a animé des émissions radio et enregistré d'autres spectacles de comédie, mais sa carrière a aussi connu des controverses. En juillet 2020, ses fans ont été choqués lorsqu'il a été annoncé qu'il avait été renvoyé de Wild 'N Out, l'émission même qu'il avait créée. Cela est arrivé après un épisode particulier de son podcast qui a attiré l'attention des dirigeants de Viacom CBS. Au cours de cet épisode, il a fait plusieurs remarques désobligeantes à l'égard d'un groupe de personnes en particulier, tout en promouvant une théorie du complot infondée. Viacom l'a qualifié de sectaire et s'est dit profondément troublé par ses propos sans fondement. Ils ont donc rompu tous les liens avec Canon, qui a décidé de présenter des excuses tout en exigeant, dans le même souffle, des excuses de la part de l'un des dirigeants de la chaîne. Il a dit qu'ils étaient, selon lui, du mauvais côté de l'histoire. Il a aussi précisé qu'il réclamait la propriété de l'émission qu'il avait créée, de peur que la chaîne en fasse mauvais usage sans lui. Il a ajouté que la tromperie de Viacom ne le surprenait pas, car il pensait qu'ils sous-payaient leurs vedettes depuis longtemps. L'année d'après, il a renouvelé ses excuses, qui ont alors été acceptées. Il a été réembauché comme présentateur de l'émission, mais en 2024, il a appris qu'il s'était vu diagnostiquer un trouble de la personnalité narcissique, pour lequel il suit actuellement une thérapie. Numéro 5. Deal or No Deal est un jeu télévisé très populaire, lancé initialement aux Pays-Bas sous le nom de Hunt for Millions. Il est alors devenu populaire mondialement, notamment au Royaume-Uni, et reste incontournable pour les fans de jeux télévisés. Au Royaume-Uni, il a été animé par Noel Edmonds de 2005 à 2016, après quoi Stephen Mullard a repris ses fonctions. L'émission a connu plusieurs versions, selon le pays dans lequel elle était diffusée, mais le principe reste à peu près le même. Un candidat est choisi pour jouer lors de chaque épisode, et on lui présente 22 valises 26 aux États-Unis, chacune contenant une somme d'argent inconnue. Le candidat choisit ensuite une boîte à garder en sécurité, mais doit éliminer les autres boîtes au hasard, chacune contenant des montants allant d'1 centime à 1 million de dollars. Le montant en espèces contenu dans chacune des valises éliminées est perdu, et le but est d'éliminer toutes les valises, sauf celle contenant le grand prix, qui est de 100 000 livres au Royaume-Uni, mais d'1 million de dollars aux États-Unis. Plusieurs candidats ont failli gagner le grand prix, mais ont laissé filer le grand prix en choisissant la mauvaise valise, alors que d'autres ont remporté des sommes qui ont changé leur vie. Si le candidat choisit d'accepter l'offre tôt, le jeu continue sans conséquence afin de montrer ce qui se serait passé s'il avait choisi de continuer à jouer. Dans une relance de l'émission en 2018 sur NBC, le candidat était autorisé à faire une contre-offre par partie, et si le banquier acceptait, il remportait la somme demandée, mettant ainsi fin au jeu. En 2008, la version américaine de l'émission a suscité une controverse. Pas à cause de ce qui s'est passé à l'écran, mais grâce à un couple participant au segment interactif pour les téléspectateurs, le Lucky Case Game. L'idée derrière ce format était de donner aux téléspectateurs une chance de participer au jeu, et ils pouvaient y gagner 10 000 $. On leur montre 6 mallettes dorées dont l'une contient l'argent, et ils peuvent envoyer des SMS avec le numéro de la mallette de leur choix pour 99 centimes. Le couple, Michael et Michel Hardin, originaires de Géorgie, a décidé de participer à cette partie de l'émission, mais ils n'ont pas agi de manière responsable en le faisant. Ils ont envoyé de nombreux SMS pour gagner, et, sans surprise, ont eu une facture de téléphone énorme. Se rendant compte qu'ils étaient en difficulté financière à cause de cela, ils ont décidé de porter plainte contre NBC, affirmant qu'en Géorgie, les jeux d'argent sont illégaux. Comme ils payaient pour jouer à un jeu de hasard, ils considéraient le contrat de jeu d'argent avec la chaîne comme nul. Ils ont donc demandé le remboursement des frais téléphoniques. NBC a affirmé que le jeu n'était pas une loterie ni un jeu d'argent, mais un outil promotionnel des chaînes. L'affaire a atteint la Cour suprême de Géorgie qui a jugé que l'envoi de SMS dans le jeu n'était pas un pari. Par conséquent, le couple n'avait aucun droit légal de demander le remboursement de leur argent. Et ils n'avaient d'autre choix que d'accepter qu'ils avaient gaspillé beaucoup d'argent qui ne pouvait pas être récupéré. Numéro 4. La plupart des jeux télévisés de culture générale tentent parfois de piéger les candidats avec des questions conçues pour les induire en erreur. Ce n'est pas clandestin et fait partie du jeu, le rendant plus excitant et difficile à gagner. Alors que des émissions comme Qui veut gagner des millions se vantent de ne pas poser de questions pièges et préfèrent tester la réelle intelligence du candidat. De telles questions peuvent apporter un élément supplémentaire de divertissement, voire de tragédie, dans le jeu, puisqu'elles peuvent entraîner soit des gains énormes, soit des pertes importantes. $1 Million Money Drop est connu pour contenir ce genre de questions pièges.
Quand un couple a mal choisi une question sur scène, cela a déclenché un tollé suivi d'une bataille juridique sur l'argent perdu. Andrew et Patricia Murray disent qu'avant l'émission, plusieurs membres du personnel leur avaient assuré qu'il n'y aurait pas de questions trompeuses, subjectives ou pièges. Ils ont aussi été incités à miser gros s'ils étaient sûrs d'une question, ce qui correspond au principe du jeu. Au cours de chaque épisode, 2 personnes tentent de gagner $1 million. L'argent est placé sur la scène et on leur pose ensuite 7 questions de culture générale à choix multiples. Ils sont confrontés à 3 ou 4 réponses selon la manche et chaque réponse correspond à une trappe sur la scène. Le couple choisit la réponse la plus probable et place la somme voulue sur la trappe correspondante. Ils peuvent répartir l'argent entre plusieurs réponses, mais toute somme qui n'est pas placée sur une trappe dans le temps imparti est perdue. Quand la réponse est révélée, toutes les trappes, sauf celle de la bonne réponse, s'ouvrent et tout l'argent tombé est perdu. Toute somme restante après la dernière manche est gagnée, donc plus un couple a de connaissances, plus il repartira avec d'argent. En décembre 2010, lors du tout premier épisode de l'émission diffusée sur la Fox, les Murray sont apparus comme les premiers candidats. Ils ont bien joué les 5 premières de manches, et en abordant la 6e, ils avaient encore $580 000 à leur disposition. Ils ont ensuite reçu la question suivante. Selon la société de sécurité des données Imperva, quel est le mot de passe utilisateur le plus courant? On leur a donné 3 choix, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime, qui sont tous des mots de passe couramment utilisés et bien connus. Les Murray ont rapidement éliminé « je t'aime » comme réponse, et après réflexion, ils ont décidé de miser tout leur argent restant sur password. Ils ont été dévastés d'apprendre que la bonne réponse était 1, 2, 3, 4, 5, 6, repartant les mains vides. Ils ont ensuite poursuivi les producteurs de l'émission, les accusant d'avoir ajouté une question piège qui rendait le jeu injuste. Ils ont aussi déclaré qu'Imperva n'était pas assez fiable pour répondre avec certitude à cette question. Il a été rappelé qu'avant l'émission, le couple avait signé un contrat de décharge à prendre ou à laisser, exonérant les producteurs de toute responsabilité. Ils ont rappelé qu'on leur avait assuré l'absence de questions pièges lors du jeu. La chaîne a décidé de verser une somme dont le montant n'a pas été divulgué dans le cadre d'un accord à l'amiable en 2012, 2 ans après la diffusion de l'émission, et les réclamations des Murray ont été officiellement rejetées. Numéro 3. En juin 2009, le Royaume-Uni a découvert pour la première fois le jeu télévisé The Chase. Et depuis, sa popularité n'a cessé de croître et il a été adapté dans plusieurs autres pays, dont les États-Unis et l'Australie. Les règles de l'émission sont simples. 4 candidats forment une équipe pour affronter un des chasseurs, tous experts du quiz. Chaque épisode présente un chasseur qui tente d'éliminer un maximum de membres de l'équipe. À chaque manche, l'un des candidats monte sur scène pour répondre à 1 minute de questions de culture générale en rafale, chacune valant 1000 livres. Selon leur performance, 3 sommes d'argent leur sont proposées sur un tableau sur scène. Le tableau a 7 cases, la somme gagnée est sur la 3e case en partant du haut. Mais ils peuvent jouer pour un montant plus élevé avec plus de cases ou pour un montant inférieur avec moins de cases. Ensuite, ils répondent à des questions face au chasseur et, à chaque bonne réponse, tous deux avancent d'une case sur le tableau. Si le chasseur ou le candidat répond mal à la question, il reste où il est pendant que l'adversaire se rapproche de la fin. Si le chasseur attrape le candidat, il est éliminé et le processus recommence avec les autres membres de l'équipe. Quiconque atteint la fin du plateau sans être rattrapé met en banque ses gains pour l'équipe et retourne à son pupitre. À l'issue des 4 manches, les candidats restants répondent ensemble à des questions chronométrées. Et le nombre de bonnes réponses est noté. Le chasseur a alors 1 minute pour battre ce score, mais s'il répond incorrectement, l'équipe a la possibilité de le faire reculer sur le plateau en donnant la bonne réponse. Si le chasseur perd, l'argent est réparti entre les membres restants. Si le chasseur dépasse le score de l'équipe, personne ne gagne. C'est une émission extrêmement populaire qui divertit des millions de personnes chaque semaine, mais elle a aussi été impliquée dans quelques controverses. À une occasion, l'un des chasseurs, Mark Labatt, a été accusé de comportement intimidant. Lorsqu'une candidate de Nottingham, Nikki, est passée dans l'émission, elle a gagné 3000 livres lors de la première manche éclair. Labatt a alors plaisanté sur le fait qu'elle était très vive sur les sujets qu'elle connaissait, mais qu'elle ne savait pas grand-chose. Cela a surpris les téléspectateurs, dont beaucoup ont contacté le studio pour se plaindre. Certains ont protesté sur les réseaux sociaux, mais Nikki l'a pris avec philosophie. Puis, en 2026, un épisode de The Chase a vu seulement 2 candidats atteindre la manche finale.
Ils ont répondu correctement à 18 questions, ce qui est respectable, et le chasseur avait 1 minute pour les dépasser. À un moment donné, le chasseur s'est vu poser la question suivante. Dans la Bible, le roi David a vu quelle belle femme se baignait. Le chasseur a répondu Jézabel, ce qui était faux. Et l'une des candidates restantes a alors crié le nom Hélène juste avant que sa coéquipière ne propose la réponse Bethsabée, qui était correcte. Mais l'animateur, Bradley Walsh, a déclaré qu'il devait accepter la première réponse, Hélène. Au final, le chasseur est sorti vainqueur et l'équipe a perdu 45 000 $. Les téléspectateurs étaient scandalisés, mais on leur a dit qu'un arbitre avait refusé la réponse et qu'il n'y avait rien à faire. L'émission a connu plusieurs autres controverses au fil des années, mais elle reste aussi populaire que jamais. Numéro 2. Parfois, les plus petites erreurs peuvent coûter très cher à quelqu'un lorsqu'il participe à un jeu télévisé, comme en témoigne l'incident survenu dans le célèbre jeu télévisé La Roue de la Fortune en 2012. Certaines personnes ont gagné beaucoup dans cette émission, d'autres ont vu leurs espoirs s'effondrer à cause de mauvaises réponses, rendant le spectacle captivant. Une femme, Renée Durette, qui a participé à l'émission en 2012, a découvert à ses dépens qu'une seule erreur pouvait coûter très cher. Au cours de son épisode, elle s'en sortait très bien et avait accumulé un total de 3 850 $. Elle a alors décidé d'essayer de résoudre l'énigme qui était basée sur une parole de la chanson de Noël, Les 12 jours de Noël. La bonne réponse était 7 cygnes nageants, ce que la plupart des téléspectateurs auraient su. Renée a demandé à résoudre l'énigme et était confiante dans sa réponse. Mais lorsqu'elle a parlé, elle a donné la réponse « Seven Swans a Swimmin », en laissant tomber le G final à cause de son accent régional de Floride. L'animateur, Pat Sajak, a d'abord accepté la réponse, mais il est rapidement revenu sur sa décision et a expliqué qu'elle n'avait pas prononcé toute la phrase, donc la réponse était incorrecte. Cela a laissé au candidat suivant la tâche facile de simplement énoncer correctement la phrase. Heureusement, Renée a gagné 8 000 $. Mais certains téléspectateurs ont jugé son traitement injuste. Renée a déclaré à un média qu'elle avait passé un excellent moment dans l'émission et que l'incident malheureux, bien que décevant, ne l'avait pas du tout laissé amère. Numéro 1. Obtenir le poste d'animateur d'un jeu télévisé populaire doit être excitant car c'est bien payé et ils peuvent exercer dans un environnement à la fois léger et intense. Mais un animateur, Mike Richards, a découvert que ce poste n'est jamais vraiment sûr, surtout lorsque certains événements de son passé reviennent le hanter de nombreuses années plus tard, provoquant un scandale. Dans une interview qu'il a donnée des années plus tard, Mike Richards a expliqué qu'il avait été surpris et ravi lorsqu'il a appris qu'il allait animer le jeu télévisé Jeopardy après le décès malheureux de l'animateur de longue date, Alex Trebek. Il a immédiatement accepté le poste, mais restait inquiet car on disait que le premier à qui ce rôle était proposé ne restait pas longtemps. Certains pensaient qu'il avait été choisi par favoritisme, étant producteur exécutif de Jeopardy et La Roue de la Fortune, mais il a assuré que ce n'était pas le cas. Il était très enthousiaste à l'idée de commencer, mais après avoir animé seulement une journée et tourné 5 épisodes, ses projets se sont brutalement effondrés. Il a été contacté par l'Anti-Defamation League, qui lui a annoncé qu'elle allait lancer une enquête sur certaines remarques qu'il avait faites des années auparavant. En 2014, Richards animait son podcast intitulé The Random Show, dont le principe consistait à ce que Richard et quelques-uns de ses amis, de longue date, mènent une série de discussions qu'il qualifie d'irrévérencieuses sur n'importe quel sujet. Il a ensuite déclaré que lui et son groupe d'amis étaient connus pour plaisanter en permanence, et il n'aurait jamais imaginé que quelques commentaires faits des années auparavant finiraient par provoquer un scandale mettant sa carrière en péril. Cependant, il a reconnu qu'avec du recul, les propos qu'il avait tenus étaient effectivement inacceptables, d'autant plus qu'il servait de modèle à de nombreuses personnes qui regardaient ses émissions. Il a retiré les épisodes de sa plateforme de podcast, mais a tout de même dû faire face à l'enquête contre lui. Après que la nature de ses propos ait été rendue publique, il a été licencié de son poste d'animateur, mais il a été autorisé à continuer de travailler en tant que producteur exécutif. Le moral aurait déjà été bas dans les 2 émissions avant le scandale, et le licenciement de Richard n'a fait qu'empirer la situation. Les 5 épisodes déjà tournés ont été diffusés comme prévu, puis Ken Jennings a été nommé nouvel animateur. Heureusement, les 2 émissions ont réussi à se remettre et ont continué à divertir le public américain comme elles le font depuis de nombreuses décennies. Et elles continueront sûrement à le faire pendant de nombreuses années encore. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.